Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. La violence chez les mineurs explose après l'assassinat d'une assistante d'éducation cette semaine. Le gouvernement sort son plan de lutte dans un rapport remis il y a une dizaine de jours. On fait le point avec notre invité. Ce sera en première partie de notre émission. Parmi les sujets qui nous concernent tous et dont on vous parle souvent sur ce plateau, il y a celui ô combien important de la santé mentale. Notre invité est docteur en psychopathologie et publie Santé mentale. Comment faire face? On en parle avec lui, ce sera en seconde partie. Dans son panorama cette semaine, Adrien Fontenot est allé au cinéma voir Dragon, le dernier live action des studios Disney, et se demandera bien pourquoi ce type de film a tant de succès. Mais tout de suite, place à l'actu avec Adrien. Bonsoir à tous. On débute ce journal avec les suites de l'affaire Mélanie, cette surveillante d'un collège en Haute-Marne, poignardée à mort mardi par un élève de 14 ans. Hier, il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Aujourd'hui, à Nogent, se tenait une marche blanche au départ du collège où la jeune maman exerçait. Famille, amis, élèves et parents étaient réunis en la mémoire de Mélanie. Un drame qui a soulevé énormément de questions. Celle des fouilles des sacs, des portiques à l'entrée des établissements, l'interdiction de la vente de couteaux pour les mineurs annoncée par François Bayrou. Autant d'annonces qui font réagir la classe politique. Commentaire de la députée européenne Marion Maréchal. Ça me fait honte en fait, quand j'entends aujourd'hui nos dirigeants s'adonner à un flot de mots, de commentaires, de propositions, mais plus débiles les unes que les autres, parce que donc on va interdire les couteaux aux moins de 15 ans, puis qu'est-ce qu'on fait des fourchettes, qu'est-ce qu'on fait des cutters, qu'est-ce qu'on fait des tournevis, est-ce que demain on interdit l'accès aux cuisines aux moins de 15 ans, on nous explique qu'on va mettre des portiques devant les écoles, mais enfin je rappelle quand même, pardonnez-moi, que en l'occurrence dans l'affaire Nogent, et suite au meurtre de ce jeune homme commis sur une enseignante, enfin pas une enseignante, mais une surveillante, et bien cela est advenu à la suite d'une fouille qui a été réalisée par les gendarmes. Et c'est parce que le jeune a vu cette fouille qu'il est sorti finalement de la file et qu'il est allé commettre ce meurtre. Donc je pense qu'il y a une diversion, voilà, pour ne pas voir le vrai problème. C'est-à-dire qu'on va s'attacher aux outils, en oubliant que, en l'occurrence, c'est pas le couteau qui est le coupable, mais c'est la personne qui est derrière. Donc concentrons-nous sur la personne, le délinquant et le criminel. Et puis, autre proposition transpartisane de 2 députés, Horizon et Parti Socialiste, qui vont déposer un projet de loi dans les prochains jours pour interdire les smartphones aux moins de 15 ans. Pour Yann Brossa, sénateur PCF de Paris, la question n'est pas matérielle mais bien humaine. Il faut plus d'adultes dans les établissements scolaires et mieux évaluer la question de la santé mentale des enfants. Ce qu'il faut surtout, à mon sens, c'est réfléchir à 2 choses. D'abord à la situation de notre école. On a une école, particulièrement une école publique, qui a été considérablement fragilisée ces dernières années, avec un manque d'adultes dans les écoles. On a en moyenne aujourd'hui, par exemple, une assistante sociale scolaire pour 1500 élèves. C'est beaucoup trop peu. Et donc on a besoin, je crois, de réinvestir beaucoup plus dans notre école publique et dans notre jeunesse. Et par ailleurs, il y a des enjeux majeurs autour de la santé mentale des enfants. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus depuis le confinement. Et manifestement, on a aujourd'hui besoin d'y travailler beaucoup plus sérieusement, au-delà des polémiques politiques qu'il peut y avoir. Parce qu'on ne peut pas s'habituer au fait que des crimes pareils aient lieu dans l'enceinte de l'école qui devrait être un sanctuaire. Plus d'adultes, oui, mais comment faire quand l'éducation nationale peine à recruter alors que la santé mentale des Français, et en l'occurrence celle des plus jeunes générations, se dégrade? C'est ce que soulevait la députée écologiste Sandrine Rousseau. Pour elle, une conférence nationale sur l'école est même nécessaire. La communauté éducative d'une manière générale, c'est-à-dire enseignants et autres métiers dans l'éducation nationale, sont tellement en perte de sens, sont tellement en souffrance au travail qu'en fait ils démissionnent. Mais vous imaginez, avant, le statut de fonctionnaire et de prof, c'était un statut qui était envié. Aujourd'hui, les concours d'entrée dans l'éducation nationale ne font pas le plein. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas suffisamment de profs par rapport aux places qui sont ouvertes. Il y a des gens, enfin, il y a des concours qui sont à moitié remplis. Et par ailleurs, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont dans l'éducation nationale, démissionnent. Mais vous vous rendez compte de la perte de sens que ça représente? On passe des blouses noires, c'est-à-dire des gens qui étaient des acteurs très importants, des piliers de la société parce qu'on estimait que l'éducation était quelque chose d'extrêmement important dans notre société, à des gens qui n'ont tellement plus de sens dans leur métier qu'ils démissionnent. Et des enfants en souffrance. Et en fait, mais comment on laisse faire ça? Comment on laisse faire ça?
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire et on continuera évidemment de l'évoquer lors de nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le drame a cette fois été évité en Savoie. Un car transportant des enfants a forcé un passage à niveau ce jeudi près d'Aix-les-Bains et ce alors qu'un train arrivait au même moment selon des témoins. Le chauffeur va être convoqué par les gendarmes et son employeur. Il risque des poursuites pour mise en danger de la vie d'autrui. Un passage en force qui révolte Patrick Battendier, porte-parole de l'association des victimes d'Allinges. Il a traversé, mais il suffisait que le train arrive à ce moment-là et on reproduisait une catastrophe du style Allinges, quoi. Ne pas respecter le code de la route, c'est vivre ou mourir, quoi. C'est inadmissible, ça. Ça, c'est inadmissible. Suivant les statistiques de la SNCF, 99% des accidents sont dus au mauvais comportement des conducteurs. C'est pas admissible de la part des usagers. Et quand on est professionnel et qu'en plus on a des enfants à bord d'un bus, non, alors là, ça devient intolérable. Le drame d'Allinges, c'était il y a un peu plus de 17 ans, on le rappelle, le 2 juin 2008. Un bus scolaire bloqué un passage à niveau avait été percuté par un TER. Ce jour-là, 7 collégiens âgés de 12 à 13 ans avaient perdu la vie. Et puis retour à l'école, au lycée plus précisément. Ce matin, les élèves de première passaient leur épreuve anticipée du baccalauréat au programme l'écrit de français et deux choix. Le commentaire d'abord nous ramenait loin en arrière avec une œuvre de Jules Barbet d'Aurevilly de 1854. Le sujet, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Autre possibilité, la dissertation sur une période plus large puisqu'il s'agissait d'étudier le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. Des épreuves du bac un vendredi 13, il ne fallait pas être superstitieux ou alors tout simplement avoir bien travaillé ces sujets. Prochaine étape, l'oral de français, ce sera du 23 juin au 4 juillet selon les académies. Et c'est la dernière édition du baccalauréat anticipé dans ce format. L'an prochain, pour la première fois, les lycéens de première générale et technologique passeront une autre épreuve anticipée en mathématiques. Merci beaucoup Adrien. Un drame à Nogent où une assistante d'éducation a été poignardée, des mesures annoncées par le Premier ministre et un rapport remis pour renforcer les mesures de sécurité contre la violence des jeunes qui est exponentielle. Et bien que préconiser? On en parle tout de suite avec Arnaud de Saint-Rémy. Arnaud Saint-Rémy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, comme vous le savez. Merci Virginie. Vous êtes avocat spécialiste du droit des mineurs. Mardi, une assistante d'éducation a perdu la vie après avoir été poignardée par un adolescent devant un établissement à Nogent. De multiples agressions, on le sait malheureusement, se sont enchaînées ces derniers mois entre élèves et enseignants, entre élèves, entre eux, de la part des élèves. Enfin bref, on le voit, une multiplicité des actes de violence partout. Les contrôles, les fameuses fouilles pour vérifier que l'élève n'était pas détenteur d'une arme blanche ne devraient pas être effectuées par un surveillant, a dit Sophie Vénétité du SNES-FSU. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense qu'elle a raison parce que ça relève effectivement des pouvoirs régaliens, notamment de la police ou de la gendarmerie. Ça ne relève pas véritablement, me semble-t-il, du personnel enseignant. Et donc ça renvoie à la question de la faisabilité de ces contrôles. Pour autant, Elisabeth Borne a pris la parole en disant que c'était des gendarmes qui devaient être là et que la surveillante n'avait pas forcément de raison d'être présente à ce moment-là. Oui, alors d'abord, c'est un drame absolu ce qui s'est passé à Nogent il y a quelques jours et je voudrais présenter mes condoléances à la famille, aux collégiens, à l'ensemble des gens qui connaissaient Mélanie. Mais c'est un drame qui interpelle aussi sur les conditions dans lesquelles il s'est déroulé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est au moment d'une fouille et quasiment en présence des gendarmes. Alors ça interpelle sur les ressorts du passage à l'acte de ce jeune. Et je pense qu'il faut éviter les amalgames qu'on peut voir ici ou là, avec une forme d'emballement politique sur les jeunes sont de plus en plus violents, les jeunes sont de plus en plus porteurs d'armes telles que des armes blanches. C'est une réalité, évidemment, il ne faut pas l'exclure. Oui, parce que j'ai un chiffre sous les yeux. Les derniers chiffres de France Info, 186 couteaux ont été saisis lors des fouilles durant les 2 derniers mois. Oui, sur 6200 contrôles, ça fait 3%. Ouais. C'est pas non plus un chiffre alarmant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la rue et que vous croisez des jeunes, vous n'allez pas forcément vous dire il est porteur d'un couteau. Il y a 5 ou 10 ans, vous pensez qu'il y avait les mêmes chiffres? On a toujours eu à l'esprit les couteaux à cran d'arrêt, des rockers. Vous en aviez, vous? Joker. Non, mais j'étais plutôt un élève sage, studieux et pas du tout amené à être dans les rixes. Non, mais on digresse. Mais vraiment, est-ce que c'était le cas il y a encore 5 ou 10 ans? On avait des couteaux comme ça quand on allait à l'école? Probablement, peut-être pas
de la même intensité, c'est évident. Mais moi, je prends les chiffres en France par rapport à ceux du Royaume-Uni. 55 000 attaques au couteau au Royaume-Uni, 10 000 en France. C'est 5 fois moins. Certes, c'est un phénomène. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi ces jeunes sont porteurs de ces couteaux. Il y a plusieurs ressorts à cela. Et notamment, et il ne faut pas l'exclure, des jeunes qui sont porteurs de ces couteaux parce qu'ils se sentent en sécurité face à des agressions dont ils peuvent être victimes. Moi, j'ai eu le cas, il n'y a pas très longtemps, d'un jeune qui a été victime d'un kidnapping dans le cadre d'un règlement de compte et qui, depuis ce jour-là, est porteur systématiquement d'un couteau. Il ne s'en sert pas. Mais le problème, c'est avoir ce couteau avec lui et le moment du dérapage, le moment où, effectivement, les choses s'emballent et on sort le couteau et après, il se passe ce qui peut se passer. Et oui, c'est le serpent qui se mord la queue du coup, parce que finalement, si on se sent agressé, si on porte une arme, alors ça peut être effectivement une bombe lacrymo, un couteau ou autre, mais finalement, on devient aussi celui qui peut potentiellement être l'agresseur. Oui, et puis je voudrais quand même aussi rappeler un autre chiffre. Alors, c'est toujours compliqué de combattre des chiffres les uns par rapport aux autres, mais 170 000 mineurs victimes de maltraitance physique ou sexuelle, et notamment dans le cadre du foyer. Ça interpelle, ça aussi. Oui. Et parfois, il y a des jeunes qui sont porteurs de ce couteau aussi pour se défendre au sein de ce foyer-là. Alors, il y a aussi un phénomène qui est certainement la tiktokisation de la société. C'est-à-dire qu'on voit des leaders négatifs qui sont porteurs d'armes, qui sont violents. Toutes ces images... Je vous entends, Saint-Rémy, mais enfin, c'est pas parce qu'un enfant a vécu ça chez lui qu'il arrive avec un couteau pour planter sa surveillante. Non, c'est évident. Mais en réalité, il faut savoir que lorsqu'on a été victime de maltraitance, il y a des stress post-traumatiques et il y a des phases de comportement qui peuvent aussi affecter la santé mentale. 56% des jeunes de moins de 25 ans sont affectés par la santé mentale. C'est un chiffre. C'est ça, en fait. C'est ce qui est très préoccupant. Bien sûr. Et est-ce que vous avez l'impression, justement, que les pouvoirs publics prennent en compte cette situation de la santé mentale des jeunes ? Pas suffisamment. De toute évidence. Et j'entendais une fois encore le Premier ministre dire il n'y a pas assez d'infirmières scolaires, pas assez de médecins scolaires. J'abonde dans ce sens, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut aussi le repérage. Et il n'est pas facile pour un enseignant à qui on demande plein de choses de pouvoir repérer cela. Et ce qui est aussi assez surprenant dans cette histoire, c'est que le jeune en question semblait être référent, ambassadeur harcèlement scolaire. Ça doit aussi interpeller, ça, parce qu'on se dit, mais comment ce ressort psychologique a conduit ce jeune à commettre un acte, une fois encore, en présence de gendarmes. Bon, c'est assez inquiétant. Et on attendra, bien évidemment, les résultats de l'enquête, qui seront très complets, des expertises psychiatriques et psychologiques, pour vérifier dans quelle mesure il y a eu ce passage à acte. François Bayrou, Emmanuel Macron a assuré hier soir qu'un jeune de moins de 15 ans ne pourra plus du tout acheter un couteau sur Internet ou dans une armurerie. Est-ce que vous pensez que ça aura un effet réel ? C'est un effet pédagogique, bien évidemment. C'est pour dire c'est désormais totalement interdit, ce qui existe dans un certain nombre d'autres pays, mais il aura toujours la possibilité de se procurer une arme blanche auprès de camarades de classe, auprès de plus grands, ou même à la cuisine chez lui. C'est-à-dire que est-ce qu'on va mettre sous scellé les tiroirs de la cuisine de la maison ? C'est un peu compliqué. Je ne dirais pas que c'est une forme de naïveté, mais en réalité... Bon, bien sûr, en termes de pédagogie, c'est intéressant, mais ça n'empêchera pas ceux qui veulent passer à l'acte ou ceux qui veulent avoir une arme blanche à la main de les posséder. Non, ce qui peut être plus intéressant, c'est des contrôles aléatoires, bien évidemment. Il y a une chose qui a été tentée dans un certain nombre de pays, notamment anglo-saxons, c'est les cartables ou les sacs à dos transparents qui permettent tout de suite de voir. Mais le cartable ou le sac à dos transparent n'empêche pas de cacher dans un blouson, dans un manteau, le cas échéant, une arme. Et puis c'est pas forcément vers quelle société on va, surtout. Enfin, c'est-à-dire que là, on va vous dire aussi des impairs renforcer la transparents. vidéosurveillance. Donc ça veut dire que nous allons être une société un peu à la chinoise, où on est en permanence surveillé avec des comportements où on pourrait, peut-être avec un regard, un comportement un peu étrange, être suspecté d'aller commettre une infraction. On est presque dans Minority Report quelque part. C'est un peu inquiétant, la société. Mais là, c'était un contrôle aléatoire, ce qui s'est passé avec cette surveillante mardi. Donc, en fait, on se pose cette question-là. C'est-à-dire qu'un contrôle aléatoire, justement pour dissuader, et en fait, c'est ce qui a peut-être provoqué cet assassinat. C'est une hypothèse, bien sûr. Il est difficile de pouvoir dire que c'est
le ressort de ce passage à l'acte. Simplement, bien évidemment, toi, comme ça n'a pas empêché. Là, ça l'a pas empêché, mais comme l'enquête est une fois encore en cours et que nous allons avoir probablement des informations lorsque le procureur de la République va estimer qu'elles peuvent être communiquées au grand public, parce que je pense que le grand public attend effectivement des explications pour essayer de comprendre ce passage à l'acte, nous en saurons beaucoup plus. Moi, j'ai le souvenir, si vous voulez, d'une affaire qui remonte à une quinzaine d'années maintenant, d'un jeune de 13 ans qui, en Normandie, chacun s'en souviendra peut-être, avait tué son père, sa mère, son petit frère de 4 ans et laissé pour morte sa jeune sœur que j'assistais. Il avait 13 ans au moment des faits et il a tué tout le monde avec un fusil de chasse, son père étant chasseur. Quel a été le ressort psychologique de ce jeune ? Ça a été une énigme pendant de très nombreuses années, et même les experts avaient posé des hypothèses sans véritablement le savoir. Peut-être que nous ne le saurons jamais, parce que peut-être que lui-même ne voudra pas se livrer. Mais en tout cas, ça interpelle sur 2 choses qui me paraissent absolument essentielles. D'abord, que les parents soient conscients que c'est par le dialogue, la communication, la confiance envers ses enfants que l'on pourra détecter, repérer des mal-être, des isolements, du harcèlement et y faire face ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement ne pas hésiter à faire des signalements au niveau de l'école, à faire des signalements dans l'entourage pour venir dire, un peu comme des sentinelles qui existent, là, je pense que ce jeune est en train de déraper. Mais dans cette information, alors tout a été dit depuis ces quelques jours, donc l'enquête, encore une fois, va le déterminer. Mais enfin, il semblerait que ce jeune se soit confié auprès de son conseiller d'orientation en disant à quel point il était dans un mal-être, à quel point il avait envie de commettre un crime. Donc, il y a eu une parole qui s'est un peu libérée. On voit bien que, alors, je ne remets pas la culpabilité sur ce conseiller d'orientation ou sur cette infirmière, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un véritable mal-être qui prouve bien que à la fois le personnel éducatif est paralysé devant une telle situation, ne sait pas comment agir, comment faire, et que ces jeunes-là aussi sont en demande d'écoute. Oui, absolument, et c'est ce qui est aussi est un peu inquiétant lorsqu'on a des tueries de masse à l'étranger, spécialement aux États-Unis où les armes à feu sont en vente libre ou accessibles. Ou en Autriche là récemment à Graz. Effectivement, c'est une question de repérage, et je pense que tout le monde doit être tout à fait impliqué dans ce phénomène. Et en l'occurrence, sur ce jeune, si j'ai bien compris également, il y a eu 2 incidents, il n'y a pas si longtemps, où il avait fait l'objet d'exclusion temporaire liée à un comportement agressif. Ça, ce sont des signaux. Ce sont des signaux lorsque un enfant, un mineur, un adolescent ne va pas à l'école, lorsqu'il a un comportement agressif. C'est inquiétant, parce que c'est pas normal. On fait quoi de ces jeunes-là? On les met en marche de la société, justement, on les exclut de l'école? Comment fait-on? Parce que c'est ça le risque, en fait, qui risque d'arriver, c'est ça. C'est cette idée de se dire, on préserve un maximum, ce que j'entends, mais de l'autre côté, on fait quoi de ces jeunes? Il faut les réinsérer, il faut les réparer. C'est tout le principe de la justice pénale des mineurs, qui est une justice éducative, qui est une justice qui est faite pour insérer, relever un mineur qui est en danger pour lui-même et pour autrui. Et ce qui m'effraie énormément, c'est que la seule réponse politique que l'on entend actuellement, c'est la répression. C'est il faut les enfermer. Parce que si vous les enfermez, eh bien, vous les excluez de la société. Mais on les enferme combien de temps? À un moment donné, ils sortiront. Et quand on sait en particulier que dans les centres éducatifs fermés ou les quartiers pour mineurs, le taux d'enseignement est 5 fois inférieur qu'à l'extérieur, c'est 6 heures par semaine. On ne les prépare pas à la réinsertion, on ne les prépare pas à ressortir et être relevés. En fait, ce qu'il faut, c'est clairement beaucoup plus d'éducateurs, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de gens qui vont essayer d'entrer en contact et en dialogue avec eux. Parfois, on ne les comprend plus, ces jeunes. On ne comprend plus leur dialogue, leur façon d'être. Souvenez-vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez peut-être aussi une manière de vous exprimer que vos parents ne comprenaient pas. Et en réalité, c'est ça, leurs angoisses. Et je pense qu'ils sont face à une société qui est très angoissante, avec des images qui sont tout à fait violentes en permanence. Il suffit de regarder le fil d'actualité de n'importe quel réseau social pour s'apercevoir que si vous passez votre temps sur des images violentes, eh bien vous allez en avoir encore un peu plus. Et pour certains, ça va même les pousser au suicide. On a un taux de suicide en France qui est assez inquiétant et qui est en hausse. Donc ça doit interpeller tout le monde. Et si la réponse c'est de dire on va les enfermer tous,
À mon avis, on ne fait que se voiler la face et quelque part repousser le problème parce qu'il pourrait être exponentiel plus tard. Mais on le sait qu'en fait, vous parlez effectivement de façons de parler différentes, mais surtout cette période de l'adolescence qui est extrêmement compliquée. On l'a tous vécu, fragile, où on se pose des questions sans cesse, peut-être même après d'ailleurs, mais à ce moment-là, réellement, il s'opère quelque chose d'extrêmement compliqué. Pourquoi on n'est pas assez accompagné dans cette période en France finalement? Dans la période la plus charnière, on doit choisir ce qu'on va faire dans la vie. En troisième, on doit se comporter le mieux possible, en tout cas dans la façon dont la société veut que je me comporte. Donc rentrer dans le cadre, dans les lignes, c'est le moment où au contraire on a envie d'éclater ce cadre. Ouais, il y a eu quand même un certain nombre d'études post-Covid qui sont assez inquiétantes de voir à quel point la jeunesse et ceux qui ont aujourd'hui 14 ou 15 ans ont vécu cette période de Covid comme un traumatisme. Et ça, on l'a pas suffisamment anticipé, pas suffisamment mesuré, en se disant finalement ça va être un changement de paradigme, un changement de société. Et en le voyant quasiment de façon positive, en disant on aura plus accès aux réseaux sociaux et notamment la visioconférence à distance, ça va changer un peu les choses. Mais en réalité, on a mis de côté cette angoisse importante, une forme de précarité. Aussi de la société, de ces jeunes qui se disent mais est-ce que je vais trouver un travail? En plus de ça, il faut faire des choix, vous l'avez parfaitement dit, sur Parcoursup. Et si je fais pas le bon choix, ma vie est fichue. Et qu'est-ce qu'on va faire si ma vie est fichue? Donc ce sont ces angoisses qui se manifestent au moment de l'adolescence et qui peuvent prendre des formes de violence qu'il faut évidemment éviter. On revient sur les mesures effectivement évoquées. Alors on l'a dit, les moins de 15 ans ne pourront plus acheter de couteaux, d'accord. Les moins de 15 ans ne pourront plus accéder aux réseaux sociaux. C'est aussi une proposition, enfin une mesure qui a été portée et qui est portée de manière assez ferme par Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez aussi un avis positif sur cette question? Oui, alors je rappelle qu'il y a quand même la loi du 7 juillet 2023 qui a créé la majorité numérique. Donc ça existe déjà quelque part, c'est-à-dire que théoriquement, ça ne marche pas. Alors non, ça ne marche pas parce que la loi n'est pas appliquée. Voilà. En ce sens que la Commission européenne n'a pas validé le dispositif tel qu'il a été conçu par le législateur. Et je rappelle que quand même dans la loi, ce qui est assez intéressant, mais qu'on ne dit pas forcément, c'est qu'il a confié le soin à l'Arcom de créer un référentiel pour que les plateformes puissent opérer des dispositifs techniques afin de vérifier l'âge. Comment on fait pour vérifier l'âge? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Carte bancaire, il y a des algorithmes comportementaux, il y a aussi la reconnaissance faciale, il y a la pièce d'identité, et c'est peut-être un mix de tout cela. C'est ce que propose Emmanuel Macron à nouveau. Oui, mais on le fera pour un certain nombre de plateformes qui sont quelque part un peu orthodoxes, en ce sens qu'elles sont connues. Je pense à un certain nombre de réseaux sociaux tels que X, Instagram ou autres qui sont relativement connus, à condition qu'elles acceptent, parce que là aussi on a une discussion au niveau européen, une forme de réticence d'un certain nombre de grandes plateformes, mais tout le reste, ce qu'on appelle le dark web. Le dark web auquel les jeunes peuvent avoir accès et qui sont absolument inconnus. Théoriquement, en France, les stupéfiants sont interdits, mais on s'en procure. Théoriquement, en France, l'alcoolisme chez les jeunes est interdit, chez les moins de 18 ans est interdit, mais on s'en procure. De sorte qu'il y aura toujours des contournements, et la difficulté, c'est quel sera le gendarme de l'Internet, la cybersécurité, pour pouvoir assurer le respect de tout cela. Moi, je pense qu'il y aura des effets de contournement, des effets de bord, mais c'est très bien de venir dire les jeunes ne peuvent pas accéder à Internet avant 15 ans. C'est d'ailleurs ce que les médecins préconisent. Pas de téléphone mobile, pas de... Alors, je ne sais pas si c'est Internet. Moi, j'ai entendu les réseaux sociaux. C'est quand même un petit peu différent. Est-ce que c'est Internet dans la globalité? Oui, mais c'est un peu les deux. Pas forcément, non. Aller sur Google, c'est pas la même chose qu'aller sur X ou sur Instagram ou TikTok. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est quoi? En réalité, d'après la loi, que je l'ai d'ailleurs ici, c'est toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux. En réalité, Internet, c'est aussi un peu ça. On a eu un certain nombre d'affaires assez célèbres de mise en relation, ce qu'on appelle d'intermédiation, de gens qui se retrouvaient uniquement pour avoir des relations sexuelles. C'était pas un réseau social, c'était un site internet. Il peut aussi y avoir des blogs, il peut aussi y avoir sur des comptes privés
des éléments qui sont assez douteux. Tout cela, c'est énorme. Donc c'est pas la question du dark web, Arnaud Saremi, en fait, c'est la question du web de manière générale. C'est le web d'une manière générale. Et donc, c'est-à-dire qu'on interdirait dans une société totalement numérique où on sait que 80% des professions, des jobs seront dans le numérique en 2030, c'est-à-dire donc dans 5 ans. Et là, on nous dit non, on va rétropédaler et on va interdire le numérique pour les moins de 15 ans. Oui, et puis nous sommes à l'aube de l'intelligence artificielle. Et à l'aube encore, on y est même dedans. On y est même complètement dedans. Mais quand je dis à l'aube de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la vie virtuelle. Déjà, la virtualisation de la vie chez les jeunes a des impacts tout à fait négatifs. Et notamment comme impact, moi je l'ai vu dans un certain nombre d'affaires, où il y a une forme de désinhibition face à la violence. Il y a une forme aussi de banalisation de cette violence. Les autres le font, donc je le fais, il y a un effet d'entraînement. Les émeutes qui ont eu lieu après le match du PSG, c'est... de la Ligue des Champions, oui. Ouais, ça a été cet effet d'entraînement. Et de se dire... On va se filmer et on va être sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout l'âge qui est frappant. Et j'aimerais vous faire réagir à cela parce que je rappelle que vous êtes avocat spécialiste du droit des mineurs. Et donc, du coup, on parle de mineurs depuis tout à l'heure. Le rapport mineurs armes blanches pointe une violence juvénile de plus en plus armée. Certes, selon les chiffres de 2024, 31% des auteurs présumés de vol à main armée ont entre 13 et 17 ans. Oui, à ce chiffre-là, j'ai envie de dire 14% de la criminalité est le fait de mineurs contre 86% le fait de majeurs. Donc il faut tout relativiser. On a connu une baisse de la criminalité et de la délinquance juvénile entre 2017 et 2023 de 33%. Certes, l'ultraviolence a augmenté. En fait, on peut faire dire tout aux chiffres. Moi, les chiffres, quelque part, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste, même s'il n'y en a qu'un seul qui le fait, ou 2, ou 3, ou 4, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a eu cela. C'est certainement un manque de repères et de valeurs républicaines. Et je pense que nous avons tous, à tous les stades de la société, à faire comprendre quelles sont nos valeurs. Et donc, ça passe évidemment par la maison, par les parents, qui parfois eux-mêmes sont dans une grande précarité intellectuelle, sociale, financière, environnementale. Ça passe évidemment par l'école, ça passe par tout le monde. Est-ce que nous osons aujourd'hui, parfois, lorsque nous voyons des jeunes mettre les pieds sur le fauteuil d'un transport en commun, lui dire « tu sais, tu ne devrais pas mettre tes pieds ». Pourquoi ? Parce que nous n'osons pas être confrontés au risque d'une agression. Et en réalité, c'est parce que notre société est devenue quelque part un peu agressive. C'est un phénomène sociétal, c'est un fait sociétal, et tous ces drames renvoient à des faits sociétaux qui doivent nous interpeller sur quelle société nous voulons pour l'avenir. Mais dans une société qui est complètement bipolarisée, dans une société où on est toujours dans le blanc ou noir, dans le mal ou bien, est-ce que réellement un jeune aujourd'hui peut grandir, évoluer en se disant « j'ai ma place » ? Oui, fort heureusement. Écoutez, moi j'étais, il y a quelques jours de cela, à la cérémonie du 7e prix Liberté, qui a été décerné d'ailleurs à Gisèle Pellicot par les jeunes de 15 à 25 ans. Ils ont choisi Gisèle Pellicot pour recevoir le prix Liberté, qui a été décerné par la région Normandie et l'Institut international des droits de l'homme. Qui en dit beaucoup quand même sur vous excusez pas, les inquiétudes de la société. Je partage totalement votre sentiment. Ça en dit énormément. Mais tous ces jeunes, et dans le Zénith de Caen où j'étais, il y avait 4000 jeunes qui partageaient ces valeurs-là et qui applaudissaient des chanteurs et des poètes qui ont lu un certain nombre de textes absolument fantastiques. Donc on a une belle jeunesse. On a des gens qui sont porteurs de bonnes valeurs et en fait... Fort heureusement. C'était pas ma question. Mais, oui, ce que je veux dire, j'en doutais pas un seul instant. Il faut croire en notre C'est juste l'avenir qu'on leur propose. Oui, et bien l'avenir qu'on leur propose, ce sont des belles personnes comme cela. C'est des icônes de valeurs. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, on manque d'un certain nombre d'icônes. Et on voit petit à petit qu'un certain nombre d'icônes ont finalement disparu les unes après les autres. Et qu'est-ce qu'il reste à côté de cela ? Pas forcément le meilleur. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une fois encore des jeunes qui rassemblent des influenceurs positifs. Il y en a sur le web. Il y en a plein. Des artistes magnifiques, il y en a plein. Exactement. Bon. Donc il faut se dire que la majorité de ces jeunes, la majorité de ces jeunes sont épris de liberté, de valeurs, d'intégrité, de respect de la vie humaine. Et c'est heureux. Et je voudrais qu'on finisse un peu sur cette note un peu positive malgré tout. Merci Arnaud Saremi d'être venu dans le Grand JT. Je rappelle que c'est avocat spécialiste droit des mineurs. Merci, on marque une courte pause, on se retrouve.
retour dans le grand JT de l'éducation. Je suis ravie d'accueillir Samuel Doc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et auteur de cet essai « Santé mentale, comment faire face ». On vient d'en parler de la santé mentale avec un autre invité, avec Arnaud de Saint-Rémy, qui lui est avocat spécialiste du droit des mineurs. L'aspect davantage politique, effectivement, légal aussi, législatif. Mais est-ce que vraiment c'est dissociable finalement de l'aspect psychologique, puisqu'on sait que les mineurs qui arrivent à ces étapes si dramatiques, à ces phases de violence si fortes, sont dans un état probablement de santé mentale justement extrêmement grave. Oui, absolument. Et en réalité, on ne peut pas différencier les questions politiques des questions de santé mentale, puisque depuis l'aube de l'humanité, il a bien fallu pouvoir prendre en charge, accueillir les personnes qui étaient en souffrance psychique et qui parfois ne pouvaient pas vivre avec le collectif. Concernant le drame de Nogent, ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est que cela s'incarne à travers l'institution. Je lisais tout à l'heure dans la presse que ce jeune, avant de commettre cet acte terrible, cet acte irréparable, a appelé à l'aide et a prévenu de ce qu'il allait faire le conseiller d'orientation. Comment est-il possible qu'aujourd'hui un jeune exprime sa détresse, parce qu'il faut véritablement imaginer ce que devait être pour lui cet état où il savait, où il sentait qu'il allait passer à l'acte. Croyez-moi, je reçois des patients parfois dans des états de grande vulnérabilité psychique. C'est un enfer à vivre. Comment est-ce possible que cette personne qui a reçu l'alerte n'ait pas réagi? Vous voyez, c'est une institution qui s'exprime. C'est politique. Peut-être que là, s'il y avait une meilleure formation de ces personnes qui sont chargées de recevoir les appels à l'aide, peut-être que ce drame n'aurait pas eu lieu. Donc, il y a une enquête qui va être faite, c'est une déclaration voilà, qui a été... conditionnel. Voilà, c'est au conditionnel. C'est au conditionnel, mais vous savez, souvent, dans mon cabinet de consultation auprès de mes jeunes patients, je reçois des propos, des témoignages qui sont absolument affolants, de jeunes qui sont harcelés, qui sont victimes de violences, qui sont pris dans des souffrances psychiques innommables. Et là encore, je trouve que les réponses qui sont apportées sont extrêmement cosmétiques et superficielles. Avant et c'est dommage. Oui, bien sûr, c'est dommage. Mais avant ces mêmes réponses, c'est surtout l'écoute. Le problème de l'écoute de la santé mentale, oui, c'est d'être capable effectivement d'entendre, capable de pouvoir écouter, ce qui n'est pas la même chose qu'entendre, et de pouvoir, si possible, répondre à cela. Et est-ce que c'est le premier problème, finalement, que l'on rencontre aujourd'hui? Absolument, et vous avez d'autant plus raison que tout n'est pas audible, tout n'est pas entendable. Dans cette cassure des générations, il y a cette difficulté à se mettre à la hauteur, au diapason de toutes ces problématiques psychiques. Et moi, ce qui me frappe encore une fois sur ce drame de Nogent, c'est que nos hommes politiques, nos femmes politiques parlent de santé mentale. Très franchement, je les écoute avec une attention immense, puisque c'est mon sujet de prédilection, vous l'avez compris. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'est la santé mentale. C'est quand même un problème. Justement, c'est la question que je vais vous poser. Et qu'est-ce que veut dire voilà. Là, on s'intéresse au sujet parce qu'il y a eu ce drame extrêmement violent et terrible. Mais la santé mentale, c'est quelque chose de bien plus large et qui ne concerne d'ailleurs pas que les personnes malades ou en souffrance. Ça concerne absolument tout le monde. C'est aussi important que notre santé physique. La santé mentale nous parle de notre possibilité à subvenir à nos propres besoins, à notre inscription dans le collectif, à notre capacité à faire lien, à la manière que nous avons de cohabiter avec notre propre sentiment d'identité. Tout ça, ça concerne la santé mentale. Freud avait cette formule, il disait la santé mentale c'est être apte au travail et apte à l'amour. Vous voyez, donc être capable d'entrer en lien et être capable d'être dans une vie qui soit créative et qui ait du sens. En réalité, la question de la pathologie mentale, elle vient après. Et ça, c'est dommage. C'est l'année de la santé mentale, c'est la grande cause nationale et j'aurais aimé, encore une fois, que ces questions-là soient traitées plus en profondeur. Et effectivement, vous avez raison, qu'on écoute un petit peu mieux ce qu'on n'écoute jamais. Pour pouvoir être écouté, il faut des personnes en face à vous. Il y a bien entendu, si possible, la cellule familiale, et elle n'est pas toujours là, pas toujours présente, pas toujours structurée. Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut bien comprendre, parce que toutes les familles ne vivent pas les mêmes situations. Bien sûr. Et puis, évidemment, il y a tout le personnel enseignant ou éducatif qu'on retrouve effectivement au sein des établissements. Et là, la question se pose de savoir, on sait très bien qu'on demande beaucoup aux enseignants, beaucoup aux profs. On espère avoir une infirmière scolaire et un médecin ou un conseiller d'orientation, quelqu'un qui puisse être un référent, effectivement, santé mentale au sein de chaque établissement, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment, justement, vous percevez cela à travers les patients que vous recevez? C'est très juste et je suis très content que vous me posiez la question, puisqu'il y avait une grande hésitation sur le titre de cet essai et le faire face. Faire face, c'est extrêmement important. Pouvoir se tenir dans une disponibilité d'être. Cette disponibilité d'être, c'est aussi une disponibilité
temporel. Et les infirmiers, les profs n'ont pas toujours ce temps psychique pour pouvoir écouter, pour pouvoir entendre la douleur. Et puis, ça demande aussi une certaine formation. Quand on travaille avec la jeunesse en souffrance, il faut pouvoir entendre des choses absolument terribles. Moi, j'ai fait 8 ans d'études pour cela. C'est pouvoir entendre le fait de découvrir sa propre finitude, le fait de découvrir aussi la spécificité de la douleur mentale. Tout ce qui se joue en termes d'éclosion pulsionnelle, sexuelle, entre 15 et 25 ans. C'est un âge qui est extrêmement important, un âge effectivement où généralement on est scolarisé, mais certaines choses, certaines thématiques appartiennent véritablement à ma profession, à celle de psychologue. Il y a des choses que seuls les psychologues, et ça je le dis, je défends mon métier, peuvent entendre, peuvent écouter. Et c'est vrai que ça implique de penser certains tabous, et notamment le fait, ce que vous venez de dire avec beaucoup d'élégance, le fait que la famille n'est pas toujours la mieux placée pour pouvoir entendre l'indicible, entendre l'innommable. Moi, pourquoi est-ce que je reçois beaucoup d'adolescents en consultation? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans un espace qui est safe, qui est sécure, où tout est dissible, où ils ne seront pas jugés et où je ne m'angoisserai pas devant leur angoisse, pour reprendre la formule de Françoise Dolto. Je ne serai pas anxieux, alors que par contre, un parent pourrait être anxieux face à la détresse de son enfant. Et c'est presque normal, j'ai envie de vous dire. Cette question de la neutralité, de l'extraction de la figure du clinicien en dehors de l'école, en dehors de l'université, même en dehors du travail, c'est ce qui fait que nous, on peut entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Et puis que faire après de cette souffrance? Parce que Absolument. le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a captée, une fois qu'on l'a saisie, si tant bien qu'on ait pu la saisir, c'est qu'est-ce qu'on en fait après quand on est face, par exemple, à une situation de harcèlement à l'école. Peut-être une infirmière a détecté des choses pas normales, mais enfin, c'est même pas toujours hyper clair, hein, malheureusement. Bien sûr. Comment faire pour aller au-devant, au-delà, justement, de cette situation? Comment on fait? Des parents qui ne sont pas toujours réceptifs, on le sait, ou trop réactifs, malheureusement, et trop violents vis-à-vis des professeurs. Comment fait-on? Sur la question du harcèlement scolaire, c'est extrêmement spécifique. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Il faut toujours essayer de trouver un autre adulte. Je sais que c'est très facile à dire théoriquement, mais que dans les faits, c'est beaucoup plus dur. Je pense à une de mes patientes qui a trouvé un soutien inattendu auprès d'une tante qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et puis, parfois, si des jeunes nous écoutent là, aujourd'hui, j'aimerais leur dire aussi de parfois, dites à vos parents que vous avez une difficulté, que vous avez besoin d'une personne extérieure à la cellule familiale, et parlez-en à un psychologue qui saura en fait faire quelque chose de cette information-là. On est formé pour faire quelque chose de ces informations préoccupantes. Voilà, il y a une technique, une éthique, une méthode, et on est quand même habilité à recevoir cela. Donc parfois, trouver encore une fois d'autres espaces pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés qui ont l'air pourtant insondables quand elles surgissent. D'autant plus que quand on parle de souffrance, il y a des choses, des souffrances qui paraissent assez évidentes. Par exemple, la mort d'un proche, des choses qui sont insoutenables, comme effectivement cette surveillante qui s'est fait poignarder et on a assisté à la scène, ou tout simplement on est citoyen et on est apeuré. Et puis il y a d'autres souffrances qu'on n'explique pas, qui ne sont pas, comment dire, banalisées, qui ne sont pas clairement dissibles. Comment, justement, parce que vous en parlez vraiment de manière très juste dans cet essai, comment faire en sorte de pouvoir les capter, les accepter finalement, pour pouvoir mieux faire face? Ça commence par un dire. Il faut déjà pouvoir le dire, et c'est très difficile parce qu'il faut déjà pouvoir se le dire à soi-même. J'ai accordé une grande importance dans cet essai à la notion de surgissement du symptôme, c'est-à-dire le moment où l'existence même vole en éclats et où tout ce que nous pensions familier a cessé de l'être. C'est quelque chose qui est absolument vertigineux et qui est fréquent à l'adolescence, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a les transformations de la puberté, il y a de véritables bouleversements hormonaux, et puis surtout, on découvre, on prend conscience viscéralement, profondément, qu'on mourra. Et on peut être dans un état de très grande solitude face à un désarroi psychologique, et déjà pouvoir avoir un espace juste où le dire. Je ne sais pas quoi faire, c'est ouvrir la porte à une possibilité de se le représenter. Et moi, mon travail, quand je reçois des ados en souffrance, c'est déjà de leur donner des outils pour qu'ils puissent trouver des métaphores, des images, pour me dire ce qu'ils se pensent incapables de dire. C'est possible tout de même. Et ça fait déjà du bien. Ça permet déjà de sortir d'une certaine forme de solitude que de le dire. Souvent, c'est le corps qui réagit, qui marque? Surtout à l'adolescence, oui, vous avez raison. Et puis, le corps, j'ai tendance à le dire, lorsqu'on a le sentiment d'avoir tout perdu, c'est un peu la dernière possession qui nous reste. Alors, à l'adolescence, effectivement, moi, j'ai reçu beaucoup d'ados qui pouvaient se droguer, se scarifier. Pourquoi? Pour tester, en fait, les limites de ce corps qui apparaissait comme
leur dernier territoire d'existence possible. Donc oui, le corps parle. Et l'idée, c'est ça. L'idée de cet essai, c'est vraiment d'essayer de dire, vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, je m'adresse directement à la personne, je l'interpelle, je fais comme si c'était une séance. Vous n'êtes pas seul, il y aura toujours quelqu'un pour entendre cette douleur qui est la vôtre. Il suffit de frapper à la bonne porte. Et pour autant, vous dites cette phrase qui m'a frappée, nombre de patients ont tendance à penser que rencontrer un thérapeute revient à consolider le problème en le nommant. C'est ça, c'est une idée reçue, effectivement, et qu'il y aura un avant et un après, la divulgation du symptôme. Il y a tout un tas de représentations sociales que j'essaie de détricoter. Le fait qu'on puisse relativiser, par exemple, la souffrance psychique, le fait qu'on puisse la différer, c'est pas... Malheureusement, c'est rarement le cas. Le fait aussi qu'on puisse substituer une souffrance par autre chose. Je pense aux ados qui tout à coup vont se mettre dans une pratique sportive compulsive. Ça, c'est quelque chose que j'observe souvent. Ça marche pas. Donc oui, il s'agissait aussi dans cet essai de pouvoir dire, ok, on a essayé quelques solutions pour survivre psychiquement, mais malheureusement, passer un certain niveau de douleur et de durée dans le temps, il faut pouvoir s'autoriser à consulter. Souvent lié ensuite à un secret aussi, c'est ça qu'on ça arrive. Ça arrive, et puis c'est vrai que moi je conçois l'espace thérapeutique comme un sanctuaire où justement les secrets sont précieux parce qu'ils ouvrent la porte vers soi. Peut-être, je pensais aussi à la façon dont il fallait effectivement passer outre ces souffrances, en tout cas essayer de les nommer, de les dire comme vous dites, pouvoir consulter. On sait très bien que c'est pas évident, même pour les personnes qui ont la capacité d'être proches d'un centre, effectivement d'un cabinet de thérapeute, même pour les personnes qui ont été culturellement aussi amenées à cela, à la psychologie, à la thérapie. Mais il y a tous les autres pour qui c'est complètement abscon et aussi pour qui financièrement ce n'est pas possible ou de manière géographique. Qu'est-ce que vous proposez Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Effectivement, il y a des CMP ou des CMPP pour les personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'attentes. Centres médicaux. Centre médico-psychique ou centre médical psychopédagogique. Voilà, il y a des possibilités de consultation. Dans certaines unités ados, par exemple, moi j'ai travaillé longtemps à Robert Debré en médecine de l'adolescent. Là aussi, il y a des possibilités de consultation. Il ne faut pas hésiter. Il y a un petit annuaire à la fin de l'ouvrage qui donne quelques pistes, quelques clés. Et puis, concernant l'éloignement géographique, aujourd'hui, et c'est un des avantages du Covid, c'est que beaucoup de mes confrères et consoeurs se sont quand même mis à utiliser la téléthérapie. Moi, je reçois des patients en téléthérapie, ça peut aussi aider. Après, c'est une réponse dubitative forcément, puisque je vois bien que politiquement, là encore, il faudrait pouvoir faire un peu plus pour que les psychologues, je vais le dire franchement, soient remboursés au même titre que les kinés ou autres. Il faudrait vraiment qu'il puisse y avoir des prises en charge, mais ça, malheureusement, je crois que c'est pas encore totalement intégré dans la culture française, même si on chemine. Voilà, on chemine vers cela. Merci beaucoup. Merci Samuel Doc d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et auteur de cet essai « Santé mentale, comment faire face ». Urgence à lire évidemment aujourd'hui, à la fois pour les jeunes et les moins jeunes dont je fais partie. Je pense qu'on est tous concernés par cela. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand JT. Tout de suite, on va retrouver Adrien pour sa chronique. Aujourd'hui, dans le panorama, je voulais faire un focus sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous allez de plus en plus en entendre parler, c'est les live action. Alors, qu'est-ce qu'un live action? En français, on parle de prise de vue réelle. Et au départ, c'est surtout une technique cinématographique, celle qui vous permet d'apprécier la grande majorité des films que vous voyez au cinéma aujourd'hui. C'est tout simplement le fait d'enregistrer en temps réel l'image en mouvement ainsi que le sujet. C'est la différence avec les prises de vue image par image que vous avez là aussi peut-être déjà entendu en anglais. On parle ici de stop motion, mais depuis quelques années, quand on parle de live action au cinéma, on pense surtout aux films d'animation. Ici, le live prend un autre sens. On parle d'adaptation d'une histoire. On prend le scénario, les personnages, tous les concepts, quasiment du copier-coller. Sauf qu'à la place de l'animation, on retrouve des vrais acteurs qui incarnent les personnages dans un univers adapté en film dans le vrai monde. On peut aussi parler de remake. C'est le cas avec Dragon. Vous connaissiez la version animée de 2010. Je vous présente celle de 2025. Faut que je te tue. C'est parce que je suis un viking. T'entends? Je suis un viking. T'inquiète. Je vais rien te faire. Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit. Je te rappelle qu'on va être appelé à mener la même guerre que nos parents.
Alors choisis ton camp. Ils ont tué des centaines d'entre nous. Et nous, on a tué des milliers d'entre eux. Non, Croque-Mou, c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux. Bon, quand le chef dit assez, c'est assez. Si vous voulez en voir plus, Dragon, c'est dans tous les cinémas depuis ce mercredi. Mais en 1 minute, vous avez pu voir un peu tout ce que je vous ai expliqué au début. Les personnages sont les mêmes, l'intrigue ne change pas. Et on va rentrer ici dans le cœur du problème. À quoi bon refaire exactement le même film 15 ans plus tard, avec de vraies personnes? Pourquoi maintenant? Parce que là, on parle du premier live-action des studios DreamWorks. Alors oui, pourquoi? La réponse de Victor dans le pire podcast au cinéma. Il copie la concurrence. Des années à voir Disney se faire des milliards au box-office en reprenant ses films bien connus et en les rebalançant juste à la gueule du public. Ah bah si t'es partisan du moindre effort, ça peut être un petit peu excitant. Tu peux te dire, il y a peut-être du pognon à tirer par là. Sauf que si on prend un petit recul critique, il faut pas non plus vouloir à tout prix copier la formule Disney. Parce que celle-ci a tendance à tomber dans un écueil fait de 2 défauts principaux qui reviennent à chaque fois. J'en ai parlé dans mon émission sur Blanche-Neige, sur Lilo et Stitch, j'en ai même un peu parlé à l'époque de La Petite Sirène. Il s'agit de soit casser ce qui fonctionnait, soit de vouloir réparer ce qui n'était pas cassé. Soit vouloir rendre ultra réaliste une histoire qui ne peut pas l'être et qui du coup va donner une sorte de décalage bizarre au visionnage d'un monde réel mais qui ne ressemble absolument pas à la réalité. Soit alors décider de changer des trucs en profondeur et parfois juste même des petits détails qui vont donc casser l'unité de l'œuvre d'origine et même par exemple changer son sens pour donner parfois un petit fond un peu plus dégueulasse. Alors quand il y a des petites modifications, des prises de position de la part des studios, quand il y a finalement une vraie raison de ressusciter des classiques, on peut se dire que le remake, ou en l'occurrence le live action, a un sens. Mais là avec Dragon, et comme c'était le cas pour Disney avec Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, il y a juste une volonté finalement, ou peut-être de se faire de l'argent sans trop prendre de risques, comme l'a dit Victor, mais aussi jouer sur la nostalgie par la même occasion. C'est pas seulement pour le bien de cette chronique que j'ai été voir Dragon, c'est bien parce que les studios savent ce qu'ils font. Ils m'ont eu, comme de nombreux spectateurs, grâce à la force de la nostalgie. Évidemment, les live-action attirent aussi les plus jeunes générations, mais les spectateurs comme moi, qui ont grandi dans les années 90 et au début du 21e siècle, sont souvent motivés à l'idée de revivre leurs souvenirs d'enfance. Il y a une connexion émotionnelle qui nous pousse à consommer encore et encore ce produit réchauffé en quelque sorte. Pour Tansy Gardam, animatrice du podcast Going Rogue sur l'industrie du cinéma, les studios jouent sur cette sécurité. Pour les spectateurs, c'est une valeur sûre. Il y a ce côté rassurant de regarder quelque chose que l'on a déjà vu. Et pour les parents, s'ajoute le fait de savoir qu'ils pourront le montrer à leurs enfants sans danger. Et c'est ce qui s'est passé avec Dragon. Je me suis senti un peu rassuré avec une reproduction à l'identique qui avait marché sur moi en 2010 et qui marche encore en 2025. Mathieu, pour écran large, s'est même tenté à une comparaison un peu osée. En fait, ça me fait penser à Psychose. Oui, à Psychose, le film d'horreur. Et non, c'est pas une comparaison bête. Promis, en 1998, Gus Van Sant, qui sortait du succès de Good Will Hunting, a fait un remake du classique absolu de Alfred Hitchcock. Un remake, plan par plan, en couleur. C'est-à-dire que c'est exactement le même film, mais refait modernisé. Déjà à l'époque, on se demandait, mais pourquoi ? Le chef-op Christopher Doyle, donc génie absolu dont je vous conseille toute la filmographie, avait répondu pour le site du musée Reverse Shot. Psychose n'est pas un film, c'est une œuvre conceptuelle. Traduisez, l'intérêt n'est pas de revoir Psychose, mais dans le fait de réfléchir à pourquoi referait Psychose et quel effet ça a vraiment de revoir un film qu'on connaît tous, par cœur, en couleur. C'est une pure expérimentation autour d'un morceau de pop culture, comme un peu les installations de Douglas Gordon, qui a tiré Psychose pendant 24 heures. On peut évidemment rapprocher ça du pop art, qui serait approprié avec humour la logique de multiplication industrielle au cœur de la culture contemporaine. Voilà pour la comparaison, et la multiplication ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. En juillet 2026, c'est Vaiana qui sortira dans sa version live action avec notamment Dwayne Johnson au casting. Un film pas si vieux pour le coup, puisque la version animée date d'il y a moins de 10 ans. Mais des classiques plus anciens ont aussi leur reboot live action annoncé en production. Réponse, Hercule ou encore Les Aristochats. Alors jusqu'à quand le recyclage fonctionnera-t-il? Ça, c'est aux spectateurs d'en décider. Merci Adrien. Tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap.
C'est vrai que maintenant aussi, grâce à un smartphone, un téléphone portable, chacun peut publier, peut commenter, peut éditer, diffuser aussi des contenus. Cette démocratisation aujourd'hui, Elisa, des outils de communication, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une menace pour la démocratie ? Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Bien évidemment, c'est une chance dans la mesure où ça a permis de démocratiser, enfin de donner un accès à la parole à beaucoup de gens, à quiconque d'ailleurs est sur les réseaux sociaux et est en possession de ces outils numériques. Par exemple, ça permet de témoigner, de se mobiliser sur des causes qui nous tiennent à cœur. Si on prend des exemples qui parlent à tout le monde, par exemple le mouvement MeToo ou encore les printemps arabes, tout ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est une chance. En revanche, il y a aussi le pendant un petit peu désagréable de tout ça, c'est que c'est aussi des réseaux qui permettent une instantanéité et qui favorisent donc la diffusion potentiellement de fake news. Et puis, encore une fois, il y a aussi toute cette notion de réseau, forcément, en fonction de qui on suit, etc. On peut s'enfermer dans ses propres opinions. Il y a de nombreuses études qui démontrent, là encore, aujourd'hui, que, par exemple, tout ce qui est théorie du complot, c'est alimenté justement par le numérique parce qu'il y a cette facilité. Par exemple, si vous prenez les théories sur le Covid-19, une étude d'Harvard avait démontré que les contenus complotistes avaient un taux de partage 3 fois supérieur aux informations véridiques, vérifiées. Donc voilà, il y a du positif et bien évidemment, il y a du négatif. Toujours. On a vu plusieurs disciplines là, Tom ? Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, moi je fais 2 disciplines. Je fais à la fois du freestyle, où là ça va être des figures, vraiment des figures en compétition. D'accord. Et je fais également du kayak extrême, où là c'est plus faire des chutes, des gros rapides, et surtout découvrir des nouvelles rivières. Et ce sera ça justement dans 2 semaines en Allemagne ? Alors dans 2 semaines, ce sera du kayak freestyle. D'accord. Donc là, c'est vraiment une compétition. Compétition de figures au final. Et dans cette discipline, je fais à la fois du kayak et à la fois du canoë. Donc c'est 2 embarcations différentes. D'accord. Le kayak, on est sur les fesses avec une pagaie double. Et le canoë, on est sur les genoux avec une pagaie simple, c'est-à-dire une pale. D'accord. Et j'imagine que c'est plus instable. Quelque part, c'est plus compliqué. Exactement. En fait, le canoë, vu qu'on est sur les genoux, on est un peu plus haut, ce qui fait qu'on est vachement plus instable. Et donc, ça rajoute un peu de challenge, quoi. Ce quartier de la Goutte d'Or, c'est presque un personnage de votre livre. C'est un quartier qui a l'air comme ça, à la fois très sympa, et en même temps, c'est à l'époque l'épicentre parisien de la consommation de crack et du deal de crack aussi. Tout à fait. Juste avant, c'était l'épicentre de l'héroïne, en fait. C'était l'héroïne et ensuite le crack, c'est-à-dire des drogues très dures, qu'on appelle des drogues dures, justement, qui ont une addiction fulgurante et qui ont des effets très, très, très dévastateurs sur la santé psychologique et physique. Ceux qui en consomment, on ressemble presque à des zombies, en fait. Ces dealers, ces craqueux, pourtant, vous leur devez la vie. Oui, exactement, en ayant fait un tragique accident. Et là, vous n'êtes même pas ado, vous avez quoi, 9 ans, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, 9 ans. 9 ans, ouais. Oui, c'est ça. Racontez ce qui se passe. En fait, on venait juste de m'acheter une bicyclette, mon père, et mon cadre de vélo s'est accroché sur l'attelage. Et vu que la personne était ivre et avait démarré brutalement, j'étais passé en dessous de la voiture. Donc j'étais en dessous de la voiture sur plus de 100 mètres, et vu que la rue, elle était jonchée de bouts de verre et de seringues, donc c'est-à-dire que sur le flanc, j'avais plus de peau. En fait, on voyait mon cerveau à l'air libre, tout. Donc c'était vraiment une vision d'horreur, quoi. Donc tout le monde pleurait. Je voyais les caïds du quartier, des grands du quartier pleurer, et je me demandais mais pourquoi ils pleurent. Et après. Est-ce que vous êtes encore conscient, vous ? Oui, je suis encore conscient, et jusqu'à ce que les pompiers interviennent et qu'ils me demandent mon nom, prénom, et c'est là que je perds conscience. Et là, trou noir. Trou noir. Hôpital, et vous survivez. Oui, je survis. C'est quand même eux qui se rendent compte qu'il s'est passé un truc terrible et qui ont appelé immédiatement les secours, qui ont essayé de vous dire ne t'endors pas, ne t'endors pas. Et il y a un deuxième personnage fondamental du livre, en dehors de la Goutte d'Or, c'est votre mère quand même. Parce que votre mère, quand vous êtes tout petit, ces dangers du quartier, elle les voit et elle essaye de vous en prévenir tout le temps. Oui. Justement, le fait que je sois assez casanier, en fait, l'a rassuré. Parce que quand on lit le livre, on voit que jusqu'à mes 20 ans, j'ai jamais eu d'accrochage avec la police ou quoi. Donc
au bout de 20 ans, lors de ma première garde à vue, que tout a basculé. La ministre Elisabeth Borne, Lisa, a finalement validé l'intégration de cette série, justement adolescence, dans les programmes via des extraits accompagnés d'une séquence pédagogique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien déjà, que c'est quand même plutôt un signal assez fort, notamment sur le fait que l'État reconnaît que les plateformes culturelles comme Netflix, justement ici, participent à la formation de l'imaginaire des adolescents. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on omet souvent justement que ces productions culturelles, finalement, elles forgent leur comportement. En général, quand on l'évoque, c'est plutôt de manière négative, par exemple, avec les jeux vidéo et la violence. Mais la réalité, c'est que ça infuse au quotidien sur un petit peu tous les sujets. En revanche, effectivement, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que au-delà de la diffusion, et de toute façon, c'est ce qui va être fait, la pédagogisation est indispensable. C'est pas la série à elle seule qui compte. Bien sûr. Mais en revanche, ça peut être un levier très intéressant pour engager le dialogue avec les jeunes. Alors, ça c'est en France. Le Royaume-Uni, lui, a rapidement intégré cette série, justement, Adolescence, dans son système éducatif, contrairement donc à la France, qui était quand même un petit peu plus prudente, qui a pris plus de temps. Justement, Lisa, cette différence de timing, dit-elle quelque chose quelque part de notre manière d'aborder les enjeux numériques et éducatifs en France ? Tout à fait. Elle dit déjà pour le Royaume-Uni qu'outre-Manche, ils sont quand même beaucoup plus souples, et comme c'est le cas aussi dans les pays nordiques. Si on prend spécifiquement le cas du Royaume-Uni, d'autres séries, d'ailleurs produites toujours par Netflix, ont été diffusées dans les salles de classe, par exemple Sex Education ou Blue Story, qui ont permis effectivement d'éduquer les élèves. Ce que ça veut dire de la France, c'est que sans grande surprise, on a quand même on est un petit peu frileux, il y a un petit conservatisme pédagogique, mais c'est aussi significatif du fait que on commence effectivement à faire un petit peu bouger les lignes. Tu mets en place des stages ? Ça pour transmettre ouais, c'est ça, j'aime bien transmettre ce qu'on m'a appris et ce que les grands m'ont appris. Donc du coup, je fais pas mal de stages pour les jeunes. Je fais aussi qui sont ces jeunes qui viennent te voir et à partir de quel âge ils peuvent venir te voir ? Alors, je prends des jeunes de 12-17 ans. D'accord. Voilà. Donc pas 9 ans, les gars. Pas comme... Eh non, pas 9 ans. Bientôt. Mais bientôt, ouais. 12-17 ans, et à 12 ans, on peut apprendre quoi déjà ? On peut déjà quasiment tout apprendre toutes les bases ? Ouais, toutes les bases carrément. Après, 12 ans, apprendre toutes les figures, ça va être un sacré crack. Ouais. Mais ouais, non, moi, c'est ce qui est bien avec les petits, c'est qu'ils comprennent vraiment très vite, quoi. Donc, c'est assez... C'est pas inné pour tout le monde, mais quand même, les jeunes, ils apprennent tellement plus vite que... Et ils viennent de régions différentes ? Ouais. Dans toute la France. Dans toute la France. C'est une vie à 1000 à l'heure, vous la racontez dans le livre, parce que vous travaillez comme un dingue, mais c'est aussi une vie de grande solitude. Il y a un moment où vous dites, finalement, j'arrêtais pas, mais quand je me retrouvais chez moi, c'est tout seul. Tout à fait. Vu que ma mère, elle n'était pas d'accord avec ce mode de vie-là, donc elle m'a éloigné pour pas que j'influe sur mes frères et sœurs. Donc j'étais un peu éloigné de ma famille et c'était quelque chose de très, très, très important pour moi, vu que jusque mes 20 ans, j'étais tout le temps chez moi, dans ma chambre, en fait, chez moi. Donc ce cocon familial, cette structure et ce lien m'avaient beaucoup manqué. À ce moment-là de l'histoire, même question que tout à l'heure, est-ce que quelque chose aurait pu vous arrêter ? Je pense en amont, après la première détention, si quelqu'un m'avait pris sous son aile, en fait, m'aurait un peu écarté du quartier et me dire que bon, t'as fait une erreur. Là, il y avait un petit espace. Voilà, il y avait un petit espace après la première incarcération. Ouais. Mais là, vous êtes dans ce tournoiement, la folie, l'argent qui vient de partout. Vous êtes très demandé, une petite star en fait. Dans votre monde. Enfin, je sais même pourquoi je dis une petite. En fait, je suis un peu indispensable dans le monde des soirées. C'est moi qui gère. Dans le monde de la location de voiture, c'est moi qui gère. Dans la coke, c'est moi qui cuisine pour mes amis, etc. Donc, je suis un peu la pierre angulaire de tout ça. Un jour, vous décidez pourtant de décrocher, sauf que c'est pas si simple que ça. Et toute l'histoire a commencé sur une loyauté de quartier. Cette loyauté, elle vous poursuit parce que Armando va vous demander un dernier service. Je mets service avec plein de guillemets. Là, vous pourriez très bien aller voir la police, dénoncer le trafic, négocier une peine aménagée. Mais enfin, si je vous lis, ça vous traverse même pas l'esprit, ça. Non. On fait le job. En fait, quand on arrive sur un terrain, il faut accepter les règles. C'est ça. Voilà, il faut prendre les bons comme les mauvais côtés et les accepter.
C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute la régie. À la réalisation aujourd'hui, Romain Luc. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Redemont. Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. Adrien Fontenot aussi, journaliste sur notre émission. Merci mille fois. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.